venu assister à ce débat entre les candidats aux élections départementales dans le canton de Nogent-le-Péreux. Je vous rappelle quand même qu'il y a 2 quartets de candidats dans le canton à Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne fait partie de 2 cantons. Donc, juste un tout petit rappel de notre association avant de démarrer. Notre association, le Forum politique nogentais, existe depuis 2002. On organise des débats à chaque échéance électorale et sur des sujets de société de manière très régulière. Donc je profite, puisque à la fin du débat, on enchaînera directement sur le pot de l'amitié qui vous attendra avec du cidre frais. J'en profite donc pour vous annoncer tout de suite les 2 prochains débats qui se tiendront, qui seront organisés par le Forum politique nogentais à l'école Gallieni. Donc c'est pas ici. L'école Gallieni, c'est l'école qui est en face du Grand Marché. Le jeudi 2 avril, toujours à 20h30 à l'école Gallieni, on organise un débat sur la drogue. Que faire face aux drogues, la drogue licite, illicite, légalisée, pas légalisée. Alors, 2 invités de marque. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur et député PS de Paris. Et puis Pierre Polomény, qui est nogentais, psychiatre, chef du service d'addictologie des CHU du 93. Voilà. Et le 26 mai, le mardi 26 mai, toujours à l'école Gallieni, à 20h30, la place des immigrés en France, nous aurons un débat entre un expert et 2 politiques. Donc Patrick Simon, l'expert, directeur de recherche à l'INED, et Rachid Kassi, préfet hors cadre UMP, ancien candidat à la présidence de l'UMP, et Antoine Spire, membre du PS et vice-président de la LICRA. Voilà. Si vous souhaitez adhérer à notre association, eh bien, il y a des bulletins d'adhésion qui vont circuler. Si c'est la première fois que vous venez et que vous souhaitez être informé des prochains débats, une feuille va également circuler où vous pourrez écrire votre nom le plus lisiblement possible, s'il vous plaît. Voilà. Si vous souhaitez juste faire une participation au chapeau pour le buffet, ben vous pourrez mettre une pièce dans le chapeau, mais pour l'instant, on n'a pas mis de chapeau, donc ça va être un peu compliqué. Juste un tout petit point avant de démarrer. Donc, ce soir, nous avons invité les 6 candidats du canton de Nogent-le-Péreux. Donc, pour rappel, les élections départementales étaient auparavant les élections cantonales qui allaient élire un conseil général. Ont un petit peu changé, puisque à partir de cette année, au lieu d'élire un conseiller général par canton, et au lieu qu'il y ait 49 cantons dans le Val-de-Marne, on va élire 2 conseillers généraux par canton. Et ce n'est pas 2 conseillers, les 2 premiers arrivés, c'est une équipe, on élit une équipe de 2 conseillers, forcément un homme et une femme, de manière à assurer la parité au sein de l'Assemblée départementale. Et donc, au lieu qu'il y ait 49 cantons comme précédemment dans le département, il n'y en a plus que 25. Du coup, Nogent, qui représentait un canton à lui tout seul auparavant, est maintenant regroupé avec la ville du Péreux-sur-Marne pour constituer le canton de Nogent-le-Péreux. Mais comme ce canton était le plus important de tous les cantons du département et dépassait de plus de 20% en termes de population les autres cantons, on a découpé un petit morceau de ce canton, et les gens qui habitent au bout de l'avenue de la Belle-Gabrielle du côté de Joinville-le-Pont n'auront pas le choix entre les 6 candidats ici présents. Le candidat, je précise que le candidat du Front National va arriver, il avait une réunion juste avant, mais il arrive d'ici quelques minutes. Donc les personnes qui habitent au bout de l'avenue de la Belle-Gabrielle voteront dans le canton qui comprend les villes de Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont, et donc ce tout petit bout de Nogent qui correspond juste à un bureau de vote là-bas au bout de l'avenue de Joinville. Voilà, pour de l'avenue de la Belle-Gabrielle. Pour le reste, c'est le canton de Nogent-le-Péreux. Voilà, par rapport aux élections, je crois que c'est la seule précision. Donc on est toujours sinon au suffrage universel. Vous allez élire donc un binôme de candidats. Et dernier point, les compétences du conseil départemental sont essentiellement de l'ordre du social, de la petite enfance, de l'accompagnement aussi des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'autonomie, des collèges et des routes départementales. Voilà. Alors c'est des compétences qui ont un petit peu évolué ces derniers temps, mais et qui vont peut-être encore un peu évoluer parce que les lois sur la décentralisation
sont en cours de vote. Enfin, une loi a été votée il y a 2 jours, mais c'était une première lecture, donc les compétences peuvent encore évoluer. Mais en gros, pour comprendre les compétences du conseil départemental, c'est essentiellement quand même des attributions de politique sociale. C'est le conseil départemental qui paie aussi, qui doit s'occuper du RSA, de l'allocation pour personnes âgées et également des prestations de compensation handicap. Voilà. Et puis si j'ai oublié des choses, eh bien, je pense que je serai complétée par les candidats. Alors on va commencer par un premier tour de parole où chaque candidat aura 7 minutes pour s'exprimer pour se présenter déjà, s'exprimer sur ses priorités par rapport à justement à ces compétences importantes du conseil départemental dans le cadre très, très changeant également de la nouvelle métropole du Grand Paris. Exceptionnellement, en principe, on fait toujours un tirage au sort à chaque prise de parole, mais comme le candidat donc, du Front National va nous rejoindre dans quelques minutes, on va commencer par le papier qui indiquait des candidats dont la dernière prise de parole était le candidat du Front National. Voilà, juste quand même pour une petite présentation. Donc Marc Arazi est candidat et nojentais, il représente... Il est sans étiquette, mais il est soutenu par le Rassemblement citoyen et Cap 21. Annie Lamère, également nogentaise, représente Europe Écologie Les Verts. Claude Lédion, donc le Front National. Patrick Mouge, du Perreux-sur-Marne et PRG, non, MRG, PRG. Voilà, PRG, soutenu également par le Parti Socialiste. Déborah Munzer, nogentaise, maire adjointe à la culture et représente l'UMP. Soutenu également par l'UMP, voilà, je crois que c'est l'UMP. Et Alain Piglione, parti de gauche, représente le Front de gauche. Voilà. Donc, je sors le papier. Donc, dans l'ordre de prise de parole, Patrick Mouge, Déborah Munzer, Marc Arazi, Annie Lamère, Alain Piglione et Claude Lédion. Oui, non, c'est parce que je vous dis, pour la première prise de parole, comme Claude Lédion devait terminer, va commencer en dernier. Voilà. Est-ce que c'est bon, le micro marche, tout va bien? Le micro fonctionne très bien. Eh ben alors c'est parti, 7 minutes, c'est un sport particulier. Merci. Le Conseil général du Val-de-Marne a 30 ans. Aujourd'hui, il est constitué par une union de la gauche qui est assez bien représenté avec le PS, le MRC, le PC, les Verts, mais il n'est pas tout à fait complet puisqu'il n'y a pas d'élu radical de gauche. Alors c'est pourquoi je suis là et que je vous demande de soutenir particulièrement ma candidature pour tout rééquilibrer. Son bilan à 30 ans de règne communiste, comme l'écrivent abusivement une certaine droite décomplexée située aujourd'hui à ma gauche. Ce que nous ferons, nous, quand nous serons élus, Fabienne Gisèle, qui est ici au premier rang, Parti Socialiste, et moi-même, Patrick Mouge, Parti Radical de Gauche, s'inscrira dans la continuité de cette dimension sociale et républicaine. Nous y attacherons une importance particulière à la laïcité en promouvant, par exemple, ce qui est en train de se mettre en place à un échelon plus national, le service national civique, que nous appelions de nos vœux déjà depuis plusieurs années. Nous tenterons de préserver ce que le Conseil général a obtenu dans un contexte social difficile, avec la diminution de la dotation globale de fonctionnement, la non-compensation des prestations obligatoires, à savoir la mise en place d'un filet social aux mailles suffisamment étroites pour que ce filet soit efficace. Alors ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas, si le Conseil général venait à passer à bas droite, à basculer, ce filet sera détricoté et ces mailles ne retiendront plus grand-chose. Pourrait passer au travers des mailles, par exemple, c'est 76 crèches départementales et je vous mets au défi de trouver un autre département français qui compte autant de berceaux, 4500 berceaux. Un berceau pour un enfant, ce n'est pas du multi-accueil où les enfants partagent un même berceau, risque avec la municipalisation des crèches. Pourrait passer à la trappe l'augmentation des 6,3% de RSA, le revenu de solidarité active, alors que l'engagement national de compensation ne se fait pas et que dans les départements de droite, bien souvent, ces départements se contentent d'une augmentation mécanique de 1%. Pourraient passer à la trappe ces subventions non obligatoires allouées aux communes pour soutenir l'action des associations sportives et culturelles.
pourrait passer à la trappe les offres de logement social obtenues en subventionnant les bailleurs sociaux. Et nous pensons même aller plus loin avec un principe, celui des baux glissants, dans des conditions particulières de précarité transitoire. De la même façon, les compétences obligatoires seront assumées. Il s'agit de la gestion des aides sociales individuelles, le RSA, le PCH, et l'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie que nous souhaitons voir augmenter pour maintenir le plus longtemps possible au domicile les personnes âgées. Il faudra mettre en place ce que les Canadiens appellent le baluchonnage. Et nous, en France, on appelle ça l'EHPAD. C'est une aide qui vient soulager les aidants. Nous maintiendrons l'offre de prévention médicale pour la petite enfance. Rappelons qu'à Nogent, le PMI nécessite une réflexion et une mise en conformité de ces locaux. Et pour tous les âges de la population, nous souhaitons la création d'une maison médicale départementale avec un partenariat public-privé avec des mutuelles qui fassent que le reste à payer soit le plus minime possible. Nous préserverons l'aide au collège, au-delà de leur simple entretien, avec la construction d'un nouveau collège au Perreux-sur-Marne. Le collège Pierre-Brossolette est totalement saturé. La mise en place de contrats éducatifs pour lutter contre le décrochage scolaire, la parité hommes-femmes parmi les encadrants au contact des jeunes, la parité homme-femme, je reviens, parmi les encadrants au contact des jeunes. Vous savez que c'est une population qui parfois pose des problèmes dans les collèges, c'est une des populations les plus difficiles. Encore en primaire, ça va, au lycée, ça va, mais au collège, c'est très difficile et il manque beaucoup d'hommes pour encadrer ces jeunes qui sont parfois quand même assez mouvants. Voilà. Alors, sans oublier le versant numérique des ouvrages qui devra être acquis pour alléger les cartables des collèges. Pour ceux qui ont des enfants collégiens, je ne sais pas si vous voyez tout à fait le poids que pèsent les cartables des collégiens, qui font jusqu'à 10, 12, 13, 14, 15 kilos. Nous souhaitons aussi préserver la qualité des repas qui sont aujourd'hui faits sur place dans nos collèges et nous souhaitons que les aliments proviennent des circuits courts pour la constitution de ces repas. Pour les moins de 25 ans, la lutte contre l'échec des formations professionnelles se fera par ce que nous appelons l'allocation d'autonomie, avec en contrepartie un parcours intensif à l'emploi et à la formation. Pour les personnes handicapées, il faudra faciliter leur accès à la maison de la personne handicapée, ce qui n'est pas toujours très facile. Déjà au sens premier du terme, elle n'est pas totalement aux normes de l'accessibilité pour handicapés. Pour les handicapés les plus lourds, il faudra la création de nouvelles structures d'accueil absolument indispensables pour mettre un terme à ce véritable scandale du départ en Belgique des jeunes handicapés mentaux. Pour les efforts en matière de compétences générales, donc non obligatoires, nous citerons la création d'un espace philosophique et interreligieux. En 7 minutes, exposer des exemples de réalisations qui nous caractérisent, ça devient une liste à la Prévert. C'est pourquoi je vous renvoie à nos professions de foi, à notre 4 pages, à vos documents de campagne. La volonté politique du département fait qu'il est le premier employeur du département. Et ne nous y trompons pas, il doit continuer à investir, il doit continuer à être le moteur de la croissance par ses prérogatives et ses pôles d'exception. Nos communes, gérées par la droite, sont aussi les premiers employeurs après l'éducation nationale. Nous qui sommes socialistes, laïcs, républicains, nous savons qu'il nous faut lutter contre les partis pris des partis situés à notre droite jusqu'à notre droite extrême qui vient d'arriver, pour qui la protection sociale n'est plus un progrès, pour qui l'impôt n'est plus une justice sociale, pour qui la compétitivité est devenue un impératif moral. Il y aura donc une tentation bien connue de vouloir canaliser les efforts sociaux sous prétexte de vouloir diminuer les impôts. Comme à son habitude, la droite le fera par des coupes sur la clause de compétence générale. Là où le département intervient sur ces actions de proximité indispensables au lien social, la droite, si elle accède au pouvoir, mettra à mal ce lien social par la suppression des offres de proximité à la fois en termes humains et économiques, c'est-à-dire la culture, les loisirs, le sport, le tourisme. Elle réduira ses subventions non obligatoires, notamment sur la culture, alors que, par exemple, le MACVAL est un des 3 grands musées nationaux de l'art contemporain. Elle finira même par attaquer les emplois du département et ce sera une manœuvre d'ajustement du budget de fonctionnement avec à la clé une réduction de la masse salariale, c'est-à-dire des salaires. Il n'y aura donc rien de nouveau sous le ciel de la droite et si par malheur le département venait à basculer, il pourrait ressembler à celui des Yvelines et des Hauts-de-Seine, ce que nous ne souhaitons pas.
Bien, bonsoir. Merci d'avoir tant parlé de la droite et de manière si peu caricaturale, c'est très agréable. Donc je suis Déborah Munzer, je vous présente aussi Paul Bazin, si tu peux peut-être te lever, voilà, puisqu'on est tous les deux en binôme sur Nogent et Le Perreux, nous faisons tous les deux partie des conseils municipaux de nos villes, donc moi pour Nogent et Paul pour Le Perreux. Alors, cette élection, déjà, elle est double. C'est-à-dire qu'on a effectivement une élection au niveau du canton, donc au niveau du Perreux pour sa globalité et de Nogent pour ses 8 dixièmes, 9 dixièmes, j'ai pas fait les comptes, mais c'est à peu près ça. Et on a eu une élection au niveau du département, c'est-à-dire pour faire basculer le département. Si nos 2 conseillers généraux jusqu'à présent ont été issus aussi des conseils municipaux de nos villes et donc représentants de la droite et du centre et de l'union de la droite et du centre, le département est d'extrême gauche, il est communiste depuis non pas 30 ans mais près de 40 ans. Le seul président du conseil général qui n'a pas été communiste était Roland Ningesser, ancien maire de Nogent. Et si vous voulez, nous, on croit fortement, donc non pas tout à fait, on n'est pas contre tout ce qui est social, on n'est pas contre toutes les aides, on n'est pas contre tout ça, simplement on pense que 40 ans de gestion communiste dans ce département ont conduit à des dérives, ont conduit à des inégalités aussi, et c'est là-dessus que je voudrais démarrer mon intervention. On considère que la politique du tout social du département depuis des années a provoqué des disparités au niveau des logements sociaux notamment. Je ne considère pas que le logement social est bien dans l'absolu, c'est-à-dire que je ne considère pas effectivement que Bonneuil-sur-Marne, qui a atteint 76% de logements sociaux, est une ville meilleure que Nogent-sur-Marne, qui effectivement ne remplit pas les lois SRU et autres sur le logement social et qui est à un peu plus de 10, 11 et 12% plus récemment avec les nouvelles constructions. Je considère qu'il y a trop de disparités en la matière dans le Val-de-Marne et que cette politique du tout social mise en place par les communistes en Val-de-Marne a conduit à des dérives en termes d'aide, en termes de subventions, c'est-à-dire que progressivement, on est venu à une critérisation de toutes les aides du département en fonction du nombre de logements sociaux. Je vous donne un exemple, le dernier en date, en fait, 2012, donc c'est assez récent. Une critérisation s'est opérée entre nos villes sur les crèches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2012, le Conseil général octroie plus de subventions aux villes pour la construction de places en crèche qui ont plus de logements sociaux. Nous, on considère, par exemple, que les logements sociaux n'ont rien à voir avec le nombre d'enfants par ville et que c'est par rapport au nombre d'enfants, au taux de natalité ou à plein d'autres choses qu'on devrait pouvoir aider les villes à faire des crèches ou pas et qu'on ne doit pas les aider en fonction de ça. Je vous donne un autre exemple, l'opération Ordival. Ordival, c'est les ordinateurs gratuits pour chaque collégien. Alors, ok, il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre, peu importe, je ne reviens pas sur le débat puisque ça a été voté et c'est appliqué. En revanche, les établissements privés, sous contrat évidemment, je ne parle que de ça, ne faisaient pas partie du dispositif. Il a fallu batailler au Conseil général avec les élus de la droite, du centre et quelques élus du centre-gauche, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, pour avoir une équité là-dedans. Et évidemment, le Conseil général a accepté puisqu'il s'agissait d'une inégalité forte. Cette inégalité, nous, on n'en veut plus. Et il y a 2 autres choses dont on ne veut plus. C'est la politique du tout public. C'est-à-dire que ce tout social a amené à quelque chose qui est complètement dingue, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil général se vante d'être le premier employeur du département. Le Conseil général a 8000 employés et il se vante sur son site internet et sur ses supports de communication d'être le premier employeur. Mais nous, on n'a pas envie que le Conseil général soit le premier employeur. On a envie d'attirer des entreprises, on a envie d'attirer des pépinières, on a envie d'attirer des actifs, des gens qui ont envie de travailler, des gens qui ont envie d'entreprendre dans le Val-de-Marne. Comme on vient de le faire très récemment grâce à la communauté d'agglo, donc Nogent-le-Perreux,
là un peu plus bas dans Nogent avec Baltar Innovation, où on permet à des jeunes de monter leur entreprise et de les aider à monter leur entreprise. On n'a plus envie d'être des gens qui allons travailler à l'autre bout de Paris tous les matins et qui revenons dans des wagons blindés tout le soir pour venir se coucher à Nogent. On a envie que le Val-de-Marne vive par lui-même. Et cette politique du tout public, si vous voulez, elle a aussi un autre désavantage, évidemment, pour nous, c'est que face à la baisse des dotations dont vous avez parlé, face aux budgets qui sont contraints, face aux problèmes des collectivités, bon, il y a deux choix. Globalement, quand on est au pied du mur et qu'on n'a plus d'argent, pour la faire courte, il y a deux possibilités. Donc, soit on s'endette, un peu plus, beaucoup plus, soit on cherche à faire des économies. Pas en coupant, comme vous l'avez dit, de manière assez caricaturale, dans le social, dans la culture, alors ça encore moins, et pas de cette manière-là, mais simplement en mutualisant, simplement en ayant des services publics plus performants, et nous on pense que c'est possible. Donc pour toutes ces raisons, et parce que le budget 2015 du département fait encore état d'une augmentation de la dette qui est criante. Et d'ailleurs, c'est très, très amusant parce qu'on vient de voir, pardon, je fais une aparté pour finir, on vient de voir quelque chose d'assez original. Marie Kennedy, je ne sais pas si vous la connaissez, élue de Champigny, somme toute assez agréable au demeurant, qui est aussi conseillère générale, a été une des plus virulentes sur la droite et le centre le mois dernier à la séance du Conseil général. Je ne sais pas qui était autour de moi, mais en tout cas, moi j'y étais. A été une des plus virulentes contre la droite et le centre qui proposait de faire des réductions de dépenses. Elle a traité la droite de réactionnaire, elle a traité la droite de conservatrice, un peu comme ce qu'on vient d'entendre. Et bon, la droite, à son habitude, j'ai envie de dire, elle s'est un peu tue, elle n'a pas crié, elle n'a pas tapé du poing. Et en conseil municipal, la même Marie Kennedy, à Champigny, face à la même baisse des dotations qui touche cette fois-ci sa collectivité, sa ville, elle a proposé quoi? Une baisse des dépenses. Ben voilà. Est-ce que ton micro fonctionne? Bonsoir. Oui, il fonctionne. Bonsoir. Dans cette élection départementale, nous présentons une liste d'alternatives citoyennes. Nous en avons assez des clivages stériles et du dogmatisme. Nous agissons dans l'agora politique pour que certains comportements de droite comme de gauche changent. Et notre but est de redonner de l'espérance à nos concitoyens qui désertent en nombre les bureaux de vote ou se laissent tenter par un vote protestataire. Je rappelle qu'il y avait déjà 65% d'abstention au cantonal de 2011. Nos candidats sans étiquette, issus de la société civile, ont en commun d'avoir envie de mettre leur expérience, leur combativité et leur connaissance du terrain au service des habitants du canton et du Val-de-Marne. Ils ont bien en tête les enjeux de cette élection et l'importance d'une gestion responsable d'un budget départemental d'1,6 milliard, dont la moitié est consacrée à l'action sociale. Alors, je vous présente les membres de notre équipe. Lisiane Brasset, candidate titulaire, vincénoise, professeure des écoles retraitée, qui est engagée depuis plus de 15 ans dans la vie associative val-de-marnaise sur les questions de santé environnementale. Sa remplaçante, Yvonne Couder, nogentaise depuis une trentaine d'années, cadre chez IBM à la retraite, qui est membre de l'équipe Réussir pour Nogent. Mon remplaçant, Jean-Marc Dupuis, nogentais depuis de nombreuses années, responsable immobilier, qui a présidé l'association de lien social Topoline jusqu'en 2013, et depuis est engagé dans l'action politique au sein de notre mouvement. Pour ma part, rapidement, nogentais, médecin, entrepreneur, je préside l'association locale Réussir pour Nogent depuis 2007, adjoint au maire à l'écologie urbaine, dans le cadre d'un accord politique avec Jacques Martin lors des municipales de 2008. Je rappelle que j'ai préféré perdre mes délégations plutôt que valider les conditions inacceptables de la cession du parc de logements sociaux de Nogent à Val-Office Habitat. Nous exercerons avec éthique et responsabilité le seul mandat de conseillers départementaux, notre binôme travaillant en équipe. Nous nous y consacrerons à plein temps, car répondre à vos attentes et vos besoins,
sera notre priorité et nous vous rendrons compte régulièrement de nos actions. Nos votes seront uniquement guidés par l'intérêt général et en aucun cas par des consignes de vote partisans. Pour cette élection, nous sommes heureux d'avoir le soutien, le disait tout à l'heure Cécile, de CAP 21, le rassemblement citoyen que dirige Corinne Lepage, femme politique courageuse et ardente militante de la défense de l'environnement. Un rapide constat sur le bilan des conseillers généraux sortants, et vous avez entendu peu de chiffres jusqu'à maintenant. Les chiffres ne sont ni de droite ni de gauche, ils sont bons ou mauvais. Et en l'occurrence, il faut tirer la sonnette d'alarme. En effet, les charges de personnel sont les plus élevées par habitant des départements d'Île-de-France. Les charges générales de fonctionnement sont les deuxièmes plus élevées de l'Île-de-France. Comparé aux autres départements, la gestion de l'équipe sortante a réduit les moyens utiles pour pouvoir rénover le parc de logements sociaux, investir pour les voiries ou les collèges, répondre aux besoins de crèches ou de maisons de retraite. Enfin, l'endettement a augmenté, et personne ne l'a cité, pour la seule année 2014 de 100 millions d'euros, soit 15% d'augmentation pour un endettement global de 737 millions d'euros. Dans ce contexte, notre slogan, que vous retrouvez sur nos affiches, « Mieux gérer pour bien protéger » prend tout son sens. Nous avons fixé à notre projet départemental 4 priorités. La première, garantir une gestion financière responsable et transparente. Nous nous opposerons à toute nouvelle augmentation d'impôts. Et pour cela, nous devrons optimiser l'ensemble des charges de fonctionnement et mettre les moyens humains prioritairement vers les services aux habitants, petite enfance, aide aux personnes âgées et dépendantes, services de santé. Nous refuserons les subventions clientélistes et celles ne rentreront pas dans les missions du Conseil général. Nous assurerons une meilleure équité entre les villes. Nous réduirons le recours à l'endettement. Nous rendrons accessibles aux citoyens les débats du Conseil départemental en les filmant et en mettant en ligne les documents budgétaires et les subventions accordées. Deuxième priorité, développer l'activité et l'emploi. Nous doublerons les moyens financiers alloués au développement économique pour l'amener de 15 millions d'euros à 30 millions d'euros. Et surtout, nous agirons pour faire venir sur notre territoire des entreprises et des emplois et mettrons l'accent sur la nécessité d'un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest francilien en valorisant mieux notre Val-de-Marne. Nous aurons comme principale priorité l'aide au retour à l'emploi, tant pour les jeunes que pour les plus de 45 ans, considérés abusivement comme des seniors. Troisième priorité, renforcer les moyens pour la petite enfance, les collégiens, la santé et les personnes vulnérables. Pour faire des économies d'échelle, nous pensons préférable de confier au département la gestion des collèges et des lycées, ce qui permettrait d'assurer de manière plus cohérente l'entretien des bâtiments et la sécurité des élèves. Nous sommes favorables au maintien des aides pour la carte imaginaire. Nous voulons l'étendre aux jeunes non scolarisés jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous travaillerons à l'amélioration d'un statut de l'aidant, qui correspond à 4 à 5 millions de personnes en France, et renforcerons encore les moyens pour permettre le plus longtemps possible un maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes. Dernière priorité, agir efficacement face aux enjeux environnementaux et des transports. Faire face aux nouveaux enjeux climatiques et en particulier aux risques de crues qui pourraient toucher nombre de villes et d'habitants du Val-de-Marne. Nous proposerons de regrouper les compétences d'assainissement pour réduire les coûts et agir sur la qualité des eaux de la Marne. Nous favoriserons, en liaison avec le Grand Paris, les énergies propres, la lutte contre la pollution de l'air. À ce propos, nous aiderons à trouver les financements manquants auprès de l'État, de la région et de l'Europe pour lancer enfin les travaux du pont de Nogent. Je vous remercie. C'est bon? Ça marche? Oui, c'est bon. Ah ouais.
Non, mais c'est bon. Je vous remercie. Vas-y. Bonsoir, donc je m'appelle Annie Lamère, je suis donc candidate pour ces départementales. Je voudrais vous présenter Joseph Terribil, qui est péruxien, élu municipal donc au Péreux, et qui est mon co-candidat. Nous formons l'équipe ELV et sommes fiers de le faire ensemble. Voilà, donc moi je suis nogentaise depuis 25 ans. J'ai été conseillère municipale à Nogent de 2001 à 2008. Non, plus, de 1995 à 2008. J'ai oublié, je sais pas, il y a un mandat que j'ai oublié, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai été élue non cartée et j'ai commencé à me battre pour la fermeture de l'école Marie Curie, qui est une école qui est sise sur un site radioactif. Et naturellement, les seuls élus à l'Assemblée nationale qui m'ont aidée sur ce sujet sont les élus écologistes, hein, c'était Noël Mamère et Michel Rivasi. Donc, de fait, je me suis encartée. Je ne regrette pas d'être écolo depuis cette période-là, puisqu'effectivement, les enjeux sociétaux et environnementaux m'intéressent. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, j'entends que le budget, la moitié du budget du département est dédié à l'action sociale. Mais a priori, je pense que c'est normal, puisque une des prérogatives et la plus grosse prérogative du département, c'est l'action sociale. Donc, si le budget n'était pas dédié à l'action sociale, on aurait quand même quelques soucis. On se demanderait ce que ferait le département. Donc, le département fait ce qu'il doit faire, puisqu'il fait de l'action sociale. Donc, pour nous, naturellement, on souhaiterait avoir plus d'écologistes dans ce département. Il y avait trois élus de la gauche citoyenne, dont 2 élus écologistes, qui sont Daniel Breuillet, qui est maire de la ville d'Arcueil, et Jacques Perreux. Et en fait, la politique environnementaliste ne peut se faire que par des élus écolos. Et ça, on a l'exemple. Moi, au quotidien, je suis depuis 2001 directrice de cabinet d'un maire écolo. Et au quotidien, on met en place une politique écolo. On met du bio dans la restauration collective, on fait des circuits courts, on applique la démocratie participative, on a certifié ISO 14001 le bâtiment de la mairie. Donc c'est bien la preuve qu'un maire écolo peut faire des choses et un conseiller général écolo peut faire aussi des choses. Donc quand on parlait de fracture numérique tout à l'heure et des ordinateurs qui sont donnés à tous les enfants de 6e, ce sont les écolos qui ont demandé ça, puisqu'il nous paraissait important que tous les enfants dans ce département puissent avoir un ordinateur. Concernant la petite enfance, il est clair que le département, ça a été dit tout à l'heure, 76 crèches pour 33 communes. On voudrait continuer à avoir des crèches départementales. On aimerait ouvrir des structures avec des horaires décalés, puisqu'on a de plus en plus de mamans seules ou de papas seuls avec des enfants qui ont des besoins parfois d'avoir une crèche qui ouvre plus tard ou peut-être le week-end, parce que malheureusement des personnes travaillent aussi le week-end. Quand on travaille, quand on est infirmière, quand on est hôtesse de l'air, quand on peut travailler la nuit ou le week-end et on a besoin de pouvoir faire garder ses enfants. On voudrait pour ces crèches avoir des bâtiments sains. Alors je sais qu'on a une super crèche à Nogent-sur-Marne qui est un bâtiment qui est visité par beaucoup de personnes, puisque c'est un bâtiment qui est au Baltard. Donc continuons à faire la même chose ailleurs. Pour les personnes handicapées, donc le handicap, malheureusement, il peut être de naissance, mais on peut aussi avoir des accidents de la vie. Accident de la vie qui fait qu'on doit pouvoir garder son appartement, faire que son appartement puisse être accessible aux personnes handicapées. Donc continuer à offrir des aides pour que les personnes puissent rester chez elles, avoir des accompagnants formés, c'est de la création d'emplois. Mettre en place un agenda 22 sur le département, comme ça a été mis en place au niveau de la région, puisqu'il est important que le département s'adapte au handicap et non pas l'inverse. Et on se rend compte, notamment à Nogent, circuler avec un fauteuil roulant, c'est pratiquement impossible. Donc la voirie, déjà, ce serait très très bien qu'on puisse accentuer ça.
Pour les collèges, on préférait qu'il y ait des petites structures. Les grandes structures, ça ne tient pas la route. J'entendais parler de parité homme-femme chez les encadrants. La parité homme-femme chez les politiques, déjà, c'est vachement bien. Pour une fois, on va l'avoir. Chez les encadrants, je dirais qu'il faut des encadrants qui sont formés, qu'ils soient hommes ou femmes, qui soient formés. Qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse aider les jeunes. On sait que les jeunes, notamment les jeunes homosexuels, ce sont chez les jeunes homosexuels qu'on a le plus gros taux de suicide. Donc il faut accompagner les jeunes. Je crois que ça, c'est très très important. Continuer à soutenir les projets éducatifs, soutenir le sport scolaire féminin. On se rend compte que les filles, arrivées à l'adolescence, arrêtent le sport pour la plupart, pour diverses raisons. Donc il faut les encourager à faire du sport. On sait que le sport, c'est important pour la santé. Et donc ça, on aimerait continuer. On avait aussi une idée de mettre en place des plateformes pour les stages. Nos enfants, les enfants du Val-de-Marne, quand ils ont des réseaux, ils arrivent à trouver des stages. Ils arrivent, vous savez qu'en 3e, il y a un stage qui est obligatoire. Alors il y a des enfants qui ont de la chance, qui ont des réseaux, puis il y en a d'autres qui vont aller faire des photocopies ou qui feront des stages qui seront moins intéressants que d'autres. Et on souhaiterait mettre en place une plateforme et faire que, pourquoi pas, puisque dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres pour nos partenaires, qu'il y ait des conditionnalités, demander à nos partenaires de prendre des gamins en stage. Je pense que peut-être qu'à nos enfants, en tout cas les nôtres, là, dans cette salle, c'est moins compliqué. Mais pour d'autres, je vous assure que c'est très compliqué. On est en train de parler du département et des départementales. Nous, on est pour la simplification territoriale. Juste dire que là, en ce moment, il y a la métropole. Et nous, la métropole, on voudrait qu'elle soit aussi la région. Voilà. Tout le monde m'entend? C'est parti. C'est parti? Ok. Moi, j'ai préparé un petit texte. Alors. Non, ça va aller. Merci. Donc, mesdames et messieurs, amis et camarades, bonsoir. Voilà, tout de suite, on annonce la couleur. Donc, on débat ce soir des différentes propositions qui ont été diffusées depuis quelques semaines sur les marchés, aux gares RER. Je sais, c'est un peu intrusif, tout le monde en a un petit peu assez, mais au vu des scores toujours plus élevés de l'abstention, on tient à rappeler que les élections départementales, c'est après les municipales, celles qui ont le plus grand impact sur notre vie quotidienne. Parce que les conseillers généraux, ils ont des compétences spécifiques, c'est vrai, la gestion des collèges, l'aide sociale à l'enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais à cela s'ajoute une clause de compétence générale. C'est ça qui leur permet de s'investir dans les autres domaines, tels que la culture, le logement, les transports, les crèches, entre autres. Donc en fait, ce soir, vous avez 6 candidatures, donc 6 programmes différents, c'est-à-dire 6 projets d'avenir différents. Et combien différents, hein? Nous, les candidats du Front de Gauche, on est un binôme qui est très engagé dans l'action politique locale. Caroline Lafont, elle travaille à l'Imprimerie du Monde. Elle est engagée syndicalement. Et moi, après une carrière de cadre dans des grands groupes et des PME, très innovante d'ailleurs, je suis actuellement en recherche d'emploi. Vous vous doutez que, vu que tous les DRH ont Google, moi la recherche d'emploi c'est un petit peu plus compliqué que pour d'autres. Hein. Donc on est les candidats d'une gauche assumée, courageuse et volontaire. Même si on n'est pas conseiller généraux sortant, on peut se prévaloir d'un bilan. C'est le bilan du conseiller général du Val-de-Marne. Oui, c'est une majorité qui est dirigée par le Front de Gauche, ceux que certains appellent les communistes, les socialo-communistes, les vilains rouges. Mais en fait, nos propositions de campagne, elles sont dans la continuité et l'amélioration de tout ce qui a déjà été fait. Parce que oui, on estime que toutes les actions qui sont déjà engagées servent l'intérêt général. Oui, on estime qu'elles sont nécessaires au bien commun. Et on estime et on est convaincu que toute la population du Val-de-Marne tire bénéfice de ces actions dans la vie de tous les jours. Parce que rien que sur notre canton, on en parlait tout à l'heure, le conseiller général gère 5 crèches. Alors à titre indicatif, 5 crèches, c'est autant que toutes les crèches départementales qui sont gérées dans le département des Hauts-de-Seine. Il y a 300 enfants qui en bénéficient rien que sur notre canton. Il y en a plus de 1000 qui sont dans les 3 centres de protection maternelle et infantile du canton.
les élèves des collèges publics, mais aussi les élèves des collèges privés. Ils sont tous dotés d'un ordinateur portable. Je m'excuse, mais c'est indispensable au XXIe siècle, un ordinateur portable. Et pour ceux qui ont entendu parler de la fracture numérique, soyons clairs, c'est un des moyens d'y répondre et de donner la même chance à tous. Et ça, c'est une des missions que le Conseil général, il est fier d'assumer. Et nous aussi, d'ailleurs. Hein. Autre exemple, il y a plus de 3000 collégiens, lycéens et étudiants qui ont un remboursement à 50% de la carte imaginaire. Pour nos aînés, il y a près de 2000 retraités non imposables qui peuvent se déplacer librement dans toute la région pour seulement 25 € par an grâce à la carte améthyste. Tout le monde en bénéficie. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est uniquement les retraités non imposables. On espère bien continuer à diriger ce département parce qu'on estime que l'effort, il faut aussi qu'il se développe en direction des retraités imposables. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête juste là. Alors, ces politiques volontaristes, elles ne sont pas uniquement une réponse à un besoin de justice sociale. C'est aussi une réponse écologique. C'est un des bénéfices importants de nos politiques. Parce que, grâce à l'action du département auprès du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, il y a de plus en plus de transports accessibles au plus grand nombre. Donc, ça limite l'usage des véhicules individuels, qui sont très polluants, comme chacun sait, qui ont besoin de places de stationnement, et ça limite la place qu'on pourrait dédier aux espaces verts ou aux espaces dits de circulation douce. C'est bien à la mode en ce moment. On pourrait parler aussi de l'aide financière à la réhabilitation des logements sociaux. Pour le Conseil général du Val-de-Marne, c'est 30 millions d'euros, et plusieurs centaines de millions rien que pour notre canton, seulement de villes. Cette aide, ça permet de diminuer les emprunts de Val-Office, qui est le premier bailleur social du canton tout de même. Ça aide à financer les travaux d'isolation, de réhabilitation, et donc, en retour, ça permet de limiter l'augmentation des loyers et en plus, réduire la facture énergétique des locataires. Alors, on a un gain financier et en plus, on a un gain écologique. Alors ouais, 6 candidatures, c'est bien 6 programmes différents, 6 projets d'avenir différents et quand même très très différents. De même, on est la seule force politique à s'opposer à l'austérité gouvernementale qui est imposée à toutes nos collectivités. À l'inverse, le groupe UMP au Conseil général, dont les représentants ici même, je veux dire, en parlait tout à l'heure. Alors eux, effectivement, ils veulent amputer le budget du département de 50 millions d'euros, tout en faisant dans leur propre municipalité, par exemple, à Nogent-sur-Marne, une proposition de 3% d'augmentation des impôts, au Perreux-sur-Marne, 6%, et moi, j'aimerais bien qu'on me précise quels sont les postes qui seront impactés une fois, enfin si jamais, par malheur, ils prenaient le Conseil général. Les crèches, le logement, le transport, les prestations, et les facilités sociales volontaires du département. Je ne parle pas de ce qui est obligatoire, hein, je parle de ce qui est fait en plus. Donc pourtant, on doit continuer à investir dans ces domaines. C'est une source de bien vivre ensemble, et en plus, ça crée plein d'emplois, et de l'emploi non délocalisable. Alors, effectivement, on est contre la réforme territoriale actuelle. On refuse tous les transferts de compétences vers la région ou la future métropole, dite métropole du Grand Paris, parce qu'on veut rester maître d'une politique volontaire en matière de logement, de transport, d'accueil des enfants en crèche. Il n'y a que le maintien de la clause de compétence générale qui permet cette maîtrise, et c'est pour ça qu'on est contre. Alors nous, on se présente sous l'étiquette « l'humain d'abord », et ce que ça veut dire, c'est que les logiques purement comptables, elles sont incapables de répondre à la situation actuelle de notre département. Donc en fait, je sais bien, une forte abstention est à craindre. Alors effectivement, c'est lié au fait que certains oublient leurs promesses sitôt élues, et d'autres ne se manifestent qu'au moment des élections. Vous ne les voyez jamais autrement. Et pourtant, ceux que vous voyez chaque semaine, ils sont là pour être les relais vers nos édiles et nos élus du Conseil général et éventuellement des municipalités. On ne décline pas un programme national où les photos de candidats sont interchangeables, comme vous avez pu en recevoir dans vos boîtes aux lettres. Alors ouais, 6 candidats, c'est 6 programmes différents, 6 projets d'avenir différents et très différents. Alors j'ai un dernier point. Je voudrais éviter qu'on succombe aux sirènes de ceux qui veulent nous diviser, nous opposer. Qu'on soit français de souche ou de feuillage, on est tous français. Et que si nos grands-parents et arrière-grands-parents, certes venus d'ailleurs pour beaucoup, s'étaient vus refuser le droit d'exprimer leur talent au service de ce qui est devenu leur patrie et de leurs descendants, le canton il serait bien dépeuplé. Hein. Alors, mesdames et messieurs, amis et camarades, je vous remercie de votre attention. Oui. Mesdames, Messieurs, je suis Claude Lédion, péruxien, conseiller municipal du Perreux-sur-Marne et candidat du Front National pour les élections départementales de mars 2015 dans le canton de Nogent-sur-Marne. Je suis candidat en binôme avec Marie Lepeuve, neugentaise,
élu conseiller municipal FN à Nogent à la fin des années 80 aux côtés de M. Garcelon et du colonel Luciani. La loi NOTRe, votée ce mardi 10 mars à l'Assemblée nationale, a réduit les prérogatives et le rôle du nouveau conseil départemental pour le canton et a cantonné son rôle en tant qu'assistante sociale. Posons-nous même la question de l'intérêt du conseil départemental du Val-de-Marne quand on nous annonce la création de la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2016. Le Front National est le seul rempart contre la disparition du département, échelon indispensable au bon fonctionnement du triptyque commune, département, État, que l'UMPS veut remplacer par le triptyque intercommunalité, région, Europe. Nos concitoyens ont besoin de s'identifier dans des repères simples et connus. Ces changements brutaux et incompréhensibles imposés par les diktats de Bruxelles visent à éloigner les citoyens des centres de décision et à créer un flou total sur les responsabilités politiques. Comment, dans ces conditions, fustiger l'abstention? La responsabilité de cette déstructuration du département incombe à l'UMPS. Le 17 décembre 2014, dans la plus grande discrétion, les élus UMP et PS, réunis comme un seul homme, ont voté la suppression des référendums locaux, jusque-là obligatoires, lorsque l'on voulait modifier les limites géographiques d'une région ou fusionner les départements. Priver le peuple de choisir son destin est maintenant une habitude. Rappelez-vous, en 2005, le référendum populaire sur le traité européen, rejeté par le peuple français. En 2008, les députés UMP et PS ratifièrent le traité de Lisbonne au congrès de Versailles contre le choix du peuple français. Le vote Front National pour cette élection, c'est la défense du département et de l'égalité territoriale. Nos conseillers généraux sortants, Jacques Loison et Jacques J.P. Martin, n'ont pas été très visibles, mais disent avoir travaillé pour l'intérêt général des Val-de-Marnais. De quel intérêt général parle-t-il? Nicolas Sarkozy nous l'explique. En déplacement ce mardi à Saint-Maur, il déclare « Le PS exploite le Front National pour battre la droite républicaine. Mais si vous votez Front National aux prochaines échéances, vous vous retrouverez encore avec le PS les années suivantes dans le département. C'est la vérité. C'est totalement faux. L'UMP de Nicolas Sarkozy participe à la politique calamiteuse du PS et du PC dans le Val-de-Marne. Revenons un instant sur les élections municipales de mars 2014. Citons deux cas emblématiques. Villeneuve-Saint-Georges, au soir du premier tour, Philippe Gaudin, candidat divers droits soutenu par l'UMP, et Dominique Joly du Front National concrétise un accord électoral pour faire basculer cette ville communiste. L'UMP s'oppose à cette alliance et appelle à voter pour la gauche. Résultat, la gauche remporte l'élection avec 30 voix d'avance. À Champigny-sur-Marne, Laurent Jeanne, candidat de l'UMP, Jean-Marie Rougier, candidat du Front National, refuse sous la pression de Gilles Carrez et de l'UMP une alliance. Les deux candidats se maintiennent au second tour et recueillent 52,25% des suffrages. Pourtant, la ville reste communiste, et cela depuis 70 ans maintenant. Le vote Front National, contrairement à ce que raconte Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un vote inutile, c'est un vote d'espérance et le seul utile face à la classe UMPS et PC. Madame Munzer, face à la collusion de l'UMP et du PC dans notre département, comment osez-vous attaquer le bilan du Conseil général sortant? Votre tract ressemble à un paquet de PQ et stigmatise tout particulièrement le Parti communiste en omettant de dire qu'il cogère le département avec le Parti socialiste et la complicité de l'UMP. Vos propos sont illustrés de chiffres. Les chiffres, cela fait sérieux. On peut leur faire tout dire. Par contre, vous omettez de parler des gabegies idéologiques et sectaires que vos amis UMP ont voté avec leurs camarades du PS et du PC. Parlons du village Roms d'Ivry-sur-Seine. 1 million d'euros pour reloger seulement 32 familles.
Le chèque solidarité de fin d'année distribué à 600 000 Val-de-Marnais sans condition de nationalité. 40% de ces chèques sont délivrés à des étrangers. Coût total 2,5 millions d'euros, dont 1 million d'euros pour les étrangers. Et l'on continue. L'aide pour les mineurs étrangers clandestins isolés. Le Val-de-Marne accueille 50% de mineurs étrangers isolés de plus que la loi l'exige. Coût 20 millions d'euros, dont un surcoût de 5 millions d'euros par an pour cet excès de zèle. La thématique sous-jacente de votre tract exprime une obsession vis-à-vis du rapport à l'argent et de l'impôt. Elle laisse à penser que les riches payent et les pauvres profitent. Le Front National propose à tous de dire stop à la folie fiscale, de stabiliser la fiscalité et de baisser le taux de la taxe foncière. Cette politique peut se mener simplement, sans mesure d'austérité, en coupant simplement dans les dépenses de fonctionnement inutiles, telles que le MACVAL, musée d'art moderne, coût de fonctionnement 1 million d'euros pour seulement 20 000 visiteurs, soit 150 visiteurs par jour, dont les scolaires. Le festival de l'eau, coût 1 million d'euros pour 2 jours afin de distribuer les impôts des Val-de-Marnais aux associations proches des Verts. Madame Mounzer, vous êtes la candidate de la caste UMPC-PS. Rien d'étonnant quand on sait que vous êtes une ancienne du Parti socialiste et que vous mangez maintenant à la gamelle de l'UMP. Je vous remercie de votre attention. Ça marche? Oui, ça marche. Bon, merci pour ce premier tour de parole. Donc là, vous aviez chacun 7 minutes pour exprimer de manière un peu complète, même si 7 minutes, c'est pas long, mais bon, en même temps, ça prend quand même du temps. Donc vous avez exprimé, je pense, chacun un peu dans le détail vos propositions. Avant de passer la parole à la salle, on refait un petit tour de parole, mais cette fois-ci beaucoup plus court, de 3 minutes, pour que vous puissiez réagir chacun aux diverses remarques qu'ont pu faire vos... Je ne vais pas utiliser le terme camarades, parce que sinon, ça va être connoté, étant donné... mais qu'ont utilisé vos voisins de table. Donc, vous avez 3 minutes pour réagir les uns les autres. Et je vais demander à une main innocente, un photographe, c'est forcément innocent, de choisir un papier. Oui, c'est pas grave. Merci. Non, non, c'est les noms... Merci. Donc, alors, Déborah Munzer, Alain Piglione, Patrick Mouge, Claude Lédion, Annie Lamère, Marc Carazi. Oui, non, c'est ça, c'est pas le même ordre que tout à l'heure. Non, c'est bon. C'est bon. On n'est pas... Voilà. Donc c'est beaucoup plus court. Bien. Je ne vais pas répondre à toutes les insultes qui ont été proférées à l'instant, parce que je pense que ça en vaut pas la peine. Je pense qu'on gagnerait en revanche à ce que vous fassiez des médias nationaux à la place de votre cheftaine, Madame Le Pen, parce qu'au moins les idées seraient plus claires et puis il n'y aurait pas de confusion. Là, on a bien compris ce qu'était le lepénisme avec vous. C'était très clair pour beaucoup de gens. Donc merci. Alors, pour revenir sur le fond des choses, non, on ne va pas couper dans tout le social, puisque de toutes les manières, c'est la mission du département. Simplement, je vous donne un exemple. Sur les 50 000 bénéficiaires du RSA, il n'y a que 4 000 personnes qui sont accompagnées dans un processus d'insertion, j'entends. Nous, on a envie de développer ces processus d'insertion. On a envie que des allocataires, enfin que des bénéficiaires du RSA puissent être dans une démarche proactive et puissent être aidés à l'être, arrête d'être coupés en fait des milieux professionnels, qu'ils retrouvent une formation, etc. On trouve que 4 000 sur 50 000, c'est un petit peu insuffisant par rapport à ce qu'on pourrait faire.
Sinon, vous m'avez parlé des impôts qui augmentaient dans nos villes. Alors, c'est pas encore tout à fait sûr et définitif, mais effectivement, c'est la discussion qu'on a en ce moment. Donc, simplement pour rappeler pourquoi. Eh bien, simplement parce que l'État, en plus de la baisse des dotations aux collectivités, et on est tous impactés par cela, nous a donner des missions supplémentaires, type la réforme des rythmes scolaires, qui coûte quand même énormément d'argent à nos villes. Et donc, on est effectivement très contraint dans nos budgets. À part ça, je voulais revenir sur quelque chose qui nous tient à cœur. On n'est pas du tout contre la métropole. On n'est pas pour préserver absolument le conseil départemental, puisque le conseil général s'appellera conseil départemental. On est pour préserver les missions du conseil départemental. C'est-à-dire qu'on verrait d'un très bon œil le fait que les missions du conseil départemental puissent être, pour certaines, données au territoire, donc de manière plus proche des gens. Je vous donne un exemple, mais le centre d'action sociale, le centre communal d'action sociale, le CCS, est une antenne aujourd'hui du conseil général pour l'APA, enfin pour énormément d'aides, c'est-à-dire que on peut aller au CCAS de nos gens pour avoir les aides, pour demander des renseignements sur le département. Donc il y a tout un tas de choses qui pourraient être plus proches, et à contrario, toute l'attractivité, l'emploi, le dynamisme est tiré vers la métropole. Hop, hop. Oui, alors moi j'ai deux petites réponses, dont une à mademoiselle Munzer. Je m'excuse, vous êtes partie de, comment dirais-je, de la majorité et, comment dire, issue des sortants au niveau des conseillers généraux, qui seront bientôt des conseillers départementaux. Quand vous me dites que 40 ans de gestion communiste ont géré des inégalités, moi j'ai envie de vous dire, à nos gens, on est bientôt à 40 ans, si ce n'est plus, de gestion à UMP, enfin, même si le nom a changé. Moi, je pense que ça aussi, ça a généré des inégalités. Donc, vous voyez, je vois pas en quoi le fait d'avoir une très longue présence, ça génère forcément des inégalités. C'est pas une loi mathématique. Hein. Puis après, quand vous parlez du plus gros employeur du Val-de-Marne, 8000 employés au Conseil général, il y a quand même 2500 employés dans les crèches. Et ça, c'est des emplois non délocalisables, utiles à tous, et c'est un service public. Donc, je ne vois pas en quoi ça pose un problème particulier. Bon, ensuite, je dois avouer que bon, Monsieur Lédion m'a fait un petit peu mal quand même. Je veux dire, j'ai l'impression que vous déroulez un tract national. Je veux dire, d'ailleurs, dans votre tract, ce que vous distribuez sur les marchés, d'ailleurs, je vous ai vu que 2 fois. Hein. Demandez à tous les gens qui sont ici, s'ils me voient pas 2 fois par mois, je crois qu'ils m'ont jamais vu. Hein. Votre tract, la seule différence entre le vôtre, le tract ici, là, que vous vendez, avec votre photo dessus, et celui qui a dans les Landes ou dans le territoire de Belfort, c'est la photo. C'est un tract national. Je veux dire, il n'y a même pas écrit Val-de-Marne dessus. Quant à votre façon de, comment dire, d'être presque déçu que les accords de certains élus UMP et certains élus du FN se soient ratés à cause des instances nationales, tout ce que j'ai entendu avant, c'est qu'ils sont tellement mauvais à l'UMP et au PS que vous voulez quand même aller avec eux. Je comprends pas bien là. Franchement, je voudrais une réponse. Hein. Après, j'ai une petite réponse, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement. Quand M. Arasi me parle de 737 millions d'euros d'endettement, c'est-à-dire en gros un petit peu moins de 50% d'endettement par rapport au budget du Conseil général, je lui rappelle que n'importe quel ménage qui fait un crédit sur 15 ans, il est endetté à 200 ou 300%. Hein. Bah oui, hein. Vous pouvez rire, hein, je veux dire, c'est la réalité. Hein. Quand vous achetez sur 15 ans, de fait, c'est comme ça. Hein. Donc, je vois pas en quoi 40 ou 50% d'endettement, c'est si grave. Regardez tous les grands champions du CAC 40, quels sont leurs endettements? Et puis à ce moment-là, on pourra en reparler. Bon, il doit me rester une trentaine de secondes, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si. Non, je ne vais pas les garder pour après. Je vais quand même, une fois n'est pas coutume, féliciter quelqu'un. Je vais féliciter les Verts pour dire qu'ils veulent plus de crèches. Ça tombe bien. Nous aussi, pour le coup, là, on est tout à fait d'accord. Et après, j'ai aussi j'ai aussi un petit mot sympa, j'ai plus que 10 secondes. Hein. Le service national civique, moi aussi, je suis pour. Franchement, je pense que c'est très très utile. J'ai fait mon service militaire et je trouve ça tellement dommage qu'on n'ait plus ce genre de, comment dirais-je, de dispositif. Pile poil.
Je vais faire une... Là, ça marche pas, là. Si, ça marche. Je perds du temps. Alors, je suis d'accord. Le département, bon, on le sait bien, ça gère les versements sociaux, obligatoires. Donc ceux-là, ils sont obligatoires. Donc c'est vrai que si le département venait malheureusement à passer à droite, ça continuera à exister ces versements sociaux. Mais la différence, elle se fera sur les compétences générales qui ne sont pas obligatoires. Et Mme Munzer nous parlait de Bonneuil, en nous disant qu'il y a 78% ou 76% de logements sociaux à Bonneuil. Moi, j'ai des amis à Bonneuil qui me disent « mais j'aimerais bien habiter chez toi ». En plus, ils viennent des fois sur le bord de Marne, chez moi, et ils me disent « j'aimerais bien venir habiter chez toi ». Alors, on est bien d'accord, le tout social, ça n'est pas la réponse. Le problème, c'est que les villes de droite, et on en a deux ici, la commune de Nogent et la commune du Perreux, elles sont loin du quota des logements sociaux. Alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de logements sociaux regroupés et pourquoi il n'y en a pas ici sur Nogent et sur le Perreux? Parce que les villes de droite n'en veulent pas. J'ai même lu dans votre tract que vous vouliez être payé pour faire du logement social et vous ne vouliez plus supporter la pénalité, alors que cette pénalité, vous l'avez parce que vous n'avez pas fait de logement social. Donc il serait quand même mieux qu'il y ait une répartition équitable des logements sociaux. Et c'est vrai que quand une ville a plus de 40% de logements sociaux, il faut arrêter de construire. Eh bien, il serait bien d'en faire ici, sur Nogent, le Perreux, d'abord 15, on est à 7, à 8, ensuite, non, à 11, 12 sur Nogent, mais pas au Perreux, et passer à 10, à 12, à 15, exactement. Voilà. Vous nous parliez de la dette dans votre tract en nous disant mais le département ça fait de la dette, ça fait de la dette, ça fait de la dette. Moi je vous rappelle donc il y a eu la non-compensation pour ce qui est des droits sociaux obligatoires, la baisse de la dotation de fonctionnement général, et vous nous parlez de la dette. Mais la dette, elle a un encours de dette si on la rapporte à la population qui n'est pas si important que ça. On est à environ 457 € par habitant sur le département, et dans une ville excellemment gérée, qui est celle du Perreux par un maire qui est le spécialiste des finances communales, on a une dette qui a augmenté et qui est actuellement en encours à 500 €. Donc vous voyez bien qu'on peut dire aux chiffres ce qu'on veut. Voilà, le département n'est pas si mal géré que ça. Alors, moi, je voulais dire aussi à M. Azari qu'il nous parle de clivage, Arazi, M. Arazi, il nous parle de clivage et de dogmatisme. Bon, le dogmatisme, c'est vrai que ce que j'ai pu dire, c'était un peu rapide. Je suis radical de gauche, et puis 7 minutes pour exposer, bon, c'est rapide, mais nous nous trouvons à un carrefour. C'est bon. Alors, je voudrais répondre à M. Piglione qui accuse le Front National de faire une campagne nationale. C'est vrai qu'on a des tracts qui sont assez généralistes, mais nous avons quand même un programme que je vais pouvoir vous détailler, notamment la défense des valeurs éthiques. On n'en a pas entendu parler. Celle de préserver la neutralité républicaine dans nos collèges. Nous opposer à toute organisation promouvant l'idéologie du gender en milieu scolaire, je n'en ai pas entendu parler. Nous nous battrons également pour une politique sociale du conseil départemental qui soit au service de l'intérêt général. Nous serons tout particulièrement attentifs aux problèmes de l'adoption ainsi qu'aux questions de gestation pour autrui ou procréation médicalement assistée sans père. Nous nous opposerons à toute aide en direction de la promotion de l'indifférenciation sexuelle. Mais nous avons également un programme pour l'enfance. Nous promettrons également nous nous engagerons pour l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. Lutter contre les dérives communautaires, l'interdiction du voile dans les crèches et lors des sorties scolaires. Également interdire les pratiques alimentaires religieuses dans les écoles et augmenter le nombre de places en crèche. Également une politique en direction des personnes handicapées, parce que le handicap n'est pas une fatalité. Nous proposons le renfort du soutien aux maisons départementales spécialisées
des aides domotiques pour améliorer le quotidien des personnes handicapées, une aide de proximité pour améliorer leur bien-être, le soutien à leurs familles et à leurs proches, faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour s'exprimer, mais nous avons également des programmes sur les personnes âgées, sur les collèges, la voirie, le logement, l'action sociale, le culturel et l'open data. Voilà, je passe la parole au prochain. Oui. Donc pour ceux qui veulent notre programme, il est à l'entrée, 70 points, 70 propositions pour le Val-de-Marne uniquement. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle d'emploi, je crois que le problème, c'est qu'il faut un rééquilibrage au niveau de l'Île-de-France. Parce qu'effectivement, avoir d'un côté l'emploi et de l'autre côté l'habitat, ça ne peut pas fonctionner. Donc le rééquilibrage, il se fera via la métropole. Et ça, c'est vrai que c'est important. Créer de l'emploi de proximité. L'emploi de proximité, on va le créer via la transition énergétique. En faisant qu'il y ait de l'isolation thermique. L'isolation thermique qui va permettre aux uns et aux autres aussi de payer une facture moins importante pour leur chauffage et faire que notre planète se porte mieux aussi. Tout ce qui est aussi économie circulaire, tout ce qui est économie sociale, tout ce qui est une économie de proximité. On sait qu'on peut mettre en place des ressourceries. Monsieur Martin a refusé de mettre... nous avait proposé des locaux à nos gens, mais au dernier moment, il nous a dit non. On voulait mettre en place une ressourcerie qui aurait permis de créer 30 emplois. Donc ça, je pense que c'est de l'économie de proximité qui est non délocalisable. Ce que je voulais dire aussi, c'est la jeunesse. Je crois que là, on vient d'entendre parler, le genre, la GPA, la PMA, etc. Je pense que là, c'est national et non pas local. Je crois que nos jeunes, il faut qu'ils aillent bien. Et pour qu'ils aillent bien, nos gamins, il faut que leurs parents aient un boulot. Il faut qu'ils puissent avoir des conditions confortables pour faire leurs devoirs, pour qu'ils soient bien logés. Donc, il faut du logement social. Il en faut plus chez nous, il en faut plus ailleurs. Je crois que la société ne fonctionnera que s'il y a de la solidarité, si on arrive à trouver un équilibre. Et les générations futures, il faut qu'elles aillent bien. Parce que ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est parce que les gens vont mal, de plus en plus mal. Et le rejet de l'autre, le refus de l'autre, ce n'est pas une solution. Alors, cher monsieur, moi j'ai eu de la chance. L'école de la République a fait que moi, fille de tirailleurs algériens, eh ben, j'en suis là, je suis devant vous. Et je suis fière de l'être et je suis fière de représenter EELV ce soir. Parce que nous aussi, vous voyez, on peut y arriver. Nous souhaitons dire aux électeurs tentés par le vote utile pour faire barrage au Front National que les deux grandes formations qui animent la vie politique depuis 30 ans sont les premières responsables de cette situation. Cela prête à sourire comme une mauvaise blague quand nous lisons dans le tract de l'UMP que ces candidats veulent mettre fin au clientélisme dans les subventions aux associations. Il faut dire que Mme Munzer sait de quoi elle parle. Elle a été à bonne école avec Jacques Martin. Et que dire des conditions de cette élection quand le député maire du Perreux, Gilles Carrez, dispose d'une réserve parlementaire de plus de 500 000 € par an pour subventionner sa ville et ses associations. Il est quasi impossible de pouvoir rivaliser sur le terrain démocratique tant les dés sont pipés à l'avance. Quant aux socialistes et à leurs alliés, ils portent eux aussi une bien lourde responsabilité dans la situation présente. Non-respect des engagements de campagne de François Hollande, overdose fiscale, vision dogmatique et, je le répète, d'une gauche radicale qui contraint l'action libérale du gouvernement. Pour exemple récent, l'adoption de la loi Macron a montré à tous les Français, tous, combien notre classe politique est dogmatique et incapable de consensus, et ce, à un moment crucial
pour relancer la dynamique économique et l'emploi. Tout ceci est bien évidemment exploité, et on le voit là, par les militants du Front National qui profitent à plein de tous ces fonctionnements, de tous ces dysfonctionnements. Il est impératif aussi de montrer les idées portées par M. Le Dion, conseiller municipal au Perreux, qui a publié plusieurs tribunes municipales. Dans celle de décembre 2014, il se fait défenseur du droit à la vie de la conception jusqu'à la mort. Je souhaite que vous disiez ici aux électeurs si vous contestez l'acquis que représente le droit à l'avortement pour les femmes. Dans celle de février 2014, vous écrivez en parlant de Charlie Hebdo et des attentats, et je vous cite, « Charlie Hebdo, ce journal subversif, il s'attaquait de façon répétée et obsessionnelle aux religions et aux valeurs morales. Vous rendez-vous compte, monsieur Le Dion, qu'en écrivant ceci, vous cautionnez le raisonnement des terroristes islamistes qui ont sauvagement tué les journalistes de Charlie Hebdo et vous vous situez totalement à l'opposé de l'élan républicain de la marche du 11 janvier pour la défense de la liberté d'expression. Vous voyez ici le vrai visage du Front National qui ne se cache pas et qui, bénéficiant du ras-le-bol des Français, veut un jour diriger la France. N'en doutons pas, il y a une absolue nécessité. Vous le saurez après. On va passer aux questions. Donc, comme d'habitude, merci d'avance de poser des vraies questions, de ne pas en profiter parce que vous avez déjà vos candidats, pour ceux qui ont un candidat, donc de poser des vraies questions et courtes. Une question courte à peu près pour tous les candidats, sauf Alain Piglione, vu qu'il y a déjà répondu. Tous, d'une certaine manière, veulent poursuivre ce qui a été fait au niveau social dans les missions non obligatoires. Mais ça veut dire que la clause de compétence générale est maintenue et conservée. Quelle est la position de vos listes sur le maintien de cette clause de compétence générale? Parce que sinon, tout ce que vous nous annoncez, c'est impossible. Parce que seule la clause de compétence générale permet les crèches, permet le logement, etc. Bonsoir, c'est une question qui s'adresse à tous les candidats en campagne. Quel engagement formel prenez-vous, et non pas limité à ce soir, sur l'imposition au niveau du département, qu'on ne voit pas nos feuilles d'impôts régulièrement augmentées par les impôts départementaux? Quel est votre engagement formel, mais pas un engagement des campagnes qui s'arrêtera demain ou dans une semaine, hein, comme on l'a entendu notamment au niveau local, sur nos gens. Donc, quel est votre engagement formel et qui sera tenu vis-à-vis des impôts? Okay. Après, je vais de l'autre côté. Alors, je voulais faire une petite rectification. Monsieur Le Dion, vous avez dit que votre coéquipière avait été élue avec Monsieur Luciani et Monsieur Garcelon. J'étais moi-même au conseil municipal à cette époque-là. J'ai bien eu comme collègue M. Garcelon et M. Luciani, mais je n'ai pas eu votre colistière. Je voulais donc rétablir la vérité. Bonsoir, Pierre Nouveau-Nogentais. Honneur aux sortants et honneur à leur contrepartie. Je ferai 5 secondes de commentaire, M. Lédion. Vous êtes candidat à une élection locale, très locale. Il vous faut de la souplesse dans le discours. Si vous voulez surfer sur une vague, excusez-moi, si vous voulez surfer sur une vague dite nationale, de la souplesse. Monsieur Piglione, pardon, j'ai écorché votre nom. Oui, madame, s'il vous plaît. Monsieur Piglione, vous êtes l'héritier d'une tradition politique qui a transformé la ceinture rouge en ce que notre banlieue est, c'est-à-dire des paysages absolument affreux. S'il vous plaît. Et la question s'adresse à M. Mouget, qui m'a paru tenir un discours que je n'adhère pas, mais qui m'a intéressé. Il a peut-être oublié un sujet, j'aimerais qu'il l'évoque. Les transports. Pas les transports en commun, tout ça.
rappeler les compétences du département en matière de voirie et expliquer donc ce que le département peut faire pour que cette voirie dont il a la compétence soit un petit peu moins sale, immonde et antidémocratique, comme diraient certains, parce que le paysage, c'est quand même l'essentiel de la vie. Merci. Sans être écolo. Bah moi, disons que je voudrais poser une question à tous les candidats, c'est de savoir si ça va être supprimé ou pas le département, parce que moi j'ai entendu M. Hollande qui à un moment donné disait que ça allait être terminé. J'ai entendu Valls aussi qui voulait les supprimer à partir de 2020, donc ça sert à quoi d'aller voter pour quelque chose qui va être supprimé, quoi. Prochain tour, ce côté-là, parce que... Voilà. Dernière question et on fait un tour de questions. Dans le prolongement de la question de monsieur tout à l'heure, à savoir à tous les candidats, au moment où l'État effectivement va diminuer les contributions au département, comment vous allez concilier le non-évolution des dépenses avec, j'allais dire, ce retrait de subventions de l'État? À savoir, c'est bien beau de s'engager aujourd'hui, on ne va pas augmenter, oh non, la main sur le cœur, mais comment, dans la mesure où vos charges nécessairement augmentent, ne serait-ce que par l'effet salaire qui est le plus important au niveau du département, puisque le GVT mathématiquement, automatiquement, va augmenter et augmenter lourdement. Donc je voudrais bien avoir une réponse assez claire à cet aspect-là des choses qui est important pour la bourse de tout le monde. Merci. Vous avez bien enregistré les questions, les impôts, l'état de la voirie. Est-ce que le département existera encore demain? Les voiries. Et la première question, c'était la clause de compétence générale. Voilà. Bien. Alors. Ben non, je ne vais pas demander à la même personne. Une autre main innocente. Merci. Bon, alors je vous propose 3 minutes pour répondre à ces questions, qui sont assez différentes chacune l'une de l'autre. Donc, Alain Piglione, Claude Lédion, Marc Arasi, Annie Lamère, Patrick Mouge, Déborah Munzer. Merci bien. Bon, je vais essayer de les prendre un petit peu dans l'ordre. Donc, à propos du taux d'imposition départemental, le seul levier sur lequel le département agit, c'est la taxe sur le foncier bâti. Et depuis déjà 2 ans, les conseillers généraux actuels et départementaux demain ont déjà gelé ce taux, ce qui fait qu'actuellement, le taux foncier bâti, le taux départemental, j'entends bien, puisque dans les impôts que vous payez, il n'y a pas effectivement que le département qui collecte. Il est actuellement, alors là j'ai des chiffres de la brochure du Val-de-Marne, hein, de 12,62%. Donc un des plus bas de la région parisienne. Mais toujours est-il que, ce taux, il n'est pas du tout prévu d'augmenter, puisque ceux qui l'ont déjà gelé sont ceux qui, j'espère bien, continueront à gérer ce département. Alors ensuite, on me parlait tout à l'heure effectivement de certains paysages affreux, de l'ex-ceinture rouge. Bon, elle est plus très rouge en même temps, maintenant, la ceinture. Hein. Et puis on peut toujours discuter Vous m'entendez? Pardon. On peut toujours discuter longuement du côté magnifique de la Défense, mais bon, ça se discute. Il faut savoir que entre 70 et 80% des très grands ensembles qui ont justement défiguré certaines des banlieues, toutes ces grosses cités HLM qu'on ne construit plus, c'est la ville de Paris qui les a imposées. À l'époque où la petite couronne n'existait pas, il n'y avait pas 92, 93, 94. Moi, je suis né à Neuilly-Plaisance, et en fait, je suis né dans le 60, parce que ça s'appelait la Seine-et-Oise. Vous voyez? Donc, et c'est eux qui ont décidé toutes les constructions de ces fameux bâtiments. Donc la fameuse ceinture rouge, en fait, on s'est débarrassé de ça chez eux. Hein. Mais c'est la ville de Paris qui a imposé ces constructions qui sont effectivement hideuses. Tous ces HLM, c'est là. Quant à la suppression du département, excusez-moi, parce que là, j'ai l'œil sur la pendule, la suppression du département, faut savoir qu'il y a encore quelques mois, soi-disant, enfin, c'était déjà plié, les départements allaient disparaître. Donc, j'ai envie de dire... le combat continue, hein, rien n'est plié. Hein, les départements devraient disparaître. Finalement, ils vont durer au moins jusqu'en 2021, si ce n'est au-delà, parce que je vous rappelle qu'en 2017, il y a une élection, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver à ce moment-là. Et
leur disparition était déjà programmée, ainsi qu'un ensemble de compétences qui leur étaient dédiées. Donc, pareil pour les métropoles, elles auraient déjà dû exister, puis finalement, on va encore attendre un petit peu. Donc, je ne suis pas du tout sûr que le département disparaisse un jour. Parce que sinon, malheureusement, quand vous voudrez aller à la perception des impôts, si on est dans la région Île-de-France et qu'elle est à Saint-Cloud, ça va être un peu compliqué d'y aller d'ici si on vous demande d'y aller dans l'après-midi. Il me reste 15 secondes, donc je vais parler quand même de la voirie. Il se trouve que pour les voiries, le département seul fait tout son possible pour jouer au niveau de la région, puisque c'est elle qui est grande maîtresse des très grandes infrastructures. Donc, désolé, j'en dirai plus tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui. Alors, je voudrais répondre à la première question du monsieur concernant la clause de compétence générale. Ce sujet a été débattu à l'Assemblée nationale donc mardi 10 mars par la loi NOTRe, et la clause de compétence générale est supprimée dans les attributions du futur conseil départemental. Je crois que la deuxième question était sur les engagements formels sur l'imposition. Concernant le Front National, nous nous engageons à baisser les taxes locales, d'accord, mais également à les réduire dans la mesure du possible. À les réduire et à les baisser. Et les deux. Ensuite, une question concernant ma candidate titulaire avec moi et sa présence au conseil municipal de Nogent. Elle a effectivement siégé au décès de M. Garcelon en 1988, quelques mois. Peut-être que vous n'assistiez pas à ce moment-là au conseil municipal. Concernant aussi une autre question qui demande donc aux candidats du Front National d'avoir une certaine souplesse, je pense que nous sommes relativement souples. Nous accueillons au sein du Front National des personnes présentes issues de diverses composantes politiques, et nous sommes là aussi pour nous exprimer. Nous sommes relativement fermes sur nos positions et nos convictions. Concernant la voirie, l'entretien de la voirie, il y a deux aspects, qui est l'entretien des voiries par rapport aux déchets, qui sont des compétences des communes de Nogent et du Perreux, respectivement. Et au niveau des compétences de la voirie, le Conseil général, jusqu'à présent, était en charge de l'entretien des routes départementales, mais c'est pareil, la loi NOTRe a confié encore au Conseil départemental quelques compétences au niveau de la voirie, mais qui devraient être, à partir de 2020, confiées aux régions. Voilà. Nous, concernant le département, on est contre la disparition du département, qui est une tradition républicaine qui a été instaurée par la Convention constituante en 1789 et fait partie entièrement de la République et ne doit pas être supprimée pour laisser place donc au triptyque intercommunalité, région et Europe voulu par la caste UMPS. Voilà, je laisse la parole. C'est à monsieur. Alors, je commencerai par l'imposition du département. Je l'avais évoqué dans mon information première. Nous ne voterons aucune augmentation d'impôts. C'est clair, c'est un engagement clair et précis. Concernant la clause de compétence générale, Monsieur Le Dion disait qu'effectivement, elle est supprimée. De toute façon, nous ne sommes pas favorables à cette clause de compétence générale pour le département et en général parce qu'elle a tendance, si vous voulez, à augmenter les multiples gestions et donc les frais. Et de fait, elle est générateur d'une aggravation des finances. Concernant les transports, moi j'ai trouvé la question importante parce que je crois qu'on est un certain nombre ici à considérer qu'il faut faire venir, il faut développer l'Est parisien, il faut faire venir des entreprises. Comment c'est possible? Comment on pourrait donner envie à un certain nombre d'entreprises de venir si
l'état de mes routes est ce qu'il est. Et donc je crois qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui de s'attacher à régler cette situation. Concernant la suppression des départements, nous étions un certain nombre à être déjà candidats au cantonal en 2011, et ce point avait été déjà évoqué, comme par hasard, à chaque fois qu'on parle des élections départementales. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que la plupart des électeurs aujourd'hui se désintéressent de cette élection, mais aussi parce que comment s'y intéresser alors que rien n'est finalisé, rien, pas plus le périmètre, savoir si ce serait maintenu ou pas maintenu, qui fonctionne comme ça. Alors, un des membres de mon équipe me disait oui, non, c'est constitutionnel, ça peut fonctionner, mais franchement, c'est absurde. Et on comprend que les électeurs boudent cette élection. Concernant l'évolution des dotations, question que vous posiez, j'espère avoir bien compris. Bon, là, il y a un mot qui me paraît extrêmement clé, c'est anticipation. On n'a pas découvert, là, il y a 2 mois, la problématique de la baisse des dotations. On en parle, j'étais élu, on en parle depuis des années. Or, cette évolution, elle a été annoncée. Or, je constate qu'il n'y a aucune anticipation. Les élus considèrent que, de toute façon, quelle que soit la situation économique, et on connaît la situation économique, ses difficultés, on n'a pas à anticiper. On va continuer à faire comme on faisait avant, un peu comme si on fonctionnait avec des œillères. Tout ceci n'est plus possible et rend les électeurs mais furieux. Venez, enfin, vous voyez, on tracte, eh bien, on constate vraiment une véritable colère. Il faut faire quelque chose. Oui, donc concernant la disparition des départements, alors il est vrai que là c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas tous où on va. Il est clair qu'avec ces allers-retours au niveau de la loi, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc personne là, ici, autour de la table, peut savoir ce qui va se passer dans quelques années, enfin ce qui va être décidé. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les départements gardent certaines compétences pour l'instant, donc notamment le social. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi personnellement et mon parti, on est pour une simplification. On est pour que au final il y ait une métropole, il y ait une région et qu'il y ait des territoires de 300 000 habitants pour aller au plus proche des habitants. Donc, mais ça ne doit pas se faire n'importe comment. Donc on est là, on se présente à vous pour cette élection, pour qu'on puisse avoir cette transition, qu'on puisse faire, qu'on garde toutes ces compétences au plus proche de l'habitant, puisque le social, ça ne se gère pas de tout là-haut, ça se gère au plus près de l'habitant. C'est la même chose pour les crèches et les collèges. Donc vous faire des promesses, on peut tous vous en faire ici, mais faut être pragmatique. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc tout ce qu'on veut, c'est que ça se passe du mieux possible, de faire qu'on puisse garder des territoires qui fonctionnent, enfin en tout cas faire que nos territoires fonctionnent du mieux possible. Pour nous, écologistes, il est clair qu'on a envie que tout le monde puisse bien respirer, que nos enfants ne soient pas malades, qu'on puisse gérer l'environnement, l'alimentation. Alors vous nous parlez des routes, effectivement, il faut avoir des routes qui puissent être des routes de bonne qualité. Moi, j'ai envie de parler de transport en commun, parce que tous, peut-être, pour beaucoup, on va tous les matins au boulot, on prend le RER, le bus, le métro, etc. On a envie que ça fonctionne encore mieux. Donc, moi, ma priorité, c'est quand même les transports en commun. Et puis, développer les axes pour la circulation douce. On peut aller travailler en vélo, on peut aller jusqu'à Vincennes à vélo, etc. Donc, et tout ça, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour nous, c'est meilleur pour le territoire. Et le vélo, ça coûte pas cher. Je suis aussi pour développer les voitures partagées, avoir moins de voitures. Combien de personnes vous voyez le matin qui partent avec une personne dans sa voiture? C'est une aberration, c'est une aberration. Donc il faut vraiment développer nos territoires d'une autre manière. Il faut réfléchir autrement. Ce qu'on a envie de vous proposer, c'est quelque chose de différent, où on puisse vivre ensemble, où on puisse vivre dans une atmosphère moins polluée
Et je pense qu'il ne faut pas rester sur ces logiques où on est tout seul dans sa voiture pour aller au boulot, on est tout seul dans sa voiture pour aller faire ses courses, etc. Alors pour répondre sur la taxe d'habitation, j'ai été conseiller municipal quelques années et n'étant pas un professionnel de la politique, j'ai essayé de comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Moi, je suis médecin, je suis pédopsychiatre, alors vous voyez, c'est à 100 000 lieues du fonctionnement des budgets des communes. Si ce n'est que mon métier m'amène à avoir quand même un contact assez courant, privilégié avec les personnes qui bénéficient des aides sociales. Et quand je vous ai parlé, par exemple, du scandale du départ des enfants ou des jeunes adultes handicapés en Belgique, ça fait partie de mon vécu. Et quand je vous parle de la maison de la personne handicapée, c'est pareil. Alors, pour ce qui est des finances, bon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il y a un taux. Il y a un taux sur la taxe d'habitation. Alors, ce que je me suis fait expliquer, c'est que ce taux, s'il ne bouge pas, d'ailleurs, la commune le dit, le taux ne bouge pas. Le département le dit, le taux ne bouge pas. Le taux, c'est un pourcentage, et c'est un pourcentage de quelque chose, c'est le pourcentage d'une assiette. Or, cette assiette, elle bouge. Donc, vous voyez, on ne bouge pas le taux, mais on bouge l'assiette. Donc, vous finissez par payer toujours plus d'impôts. Et l'assiette, elle n'est pas fixée ni par la commune, ni par le département. Elle est fixée par l'État. Voilà. Alors là-dessus, personne n'a une action, personne ne peut maîtriser, si ce n'est l'État qui décide en fonction de ses finances et en fonction de la situation historique, ce qui fait de l'assiette. La clause de compétence générale, moi je vous rappelle, c'est quand même ce qui permet la proximité et ce qui permet le maintien du lien social. C'est le sport, c'est la culture, c'est le tourisme. Et pour nous, c'est un aspect très important, la clause de compétence générale, parce que nous, on aime les gens. On a ce côté humaniste. Non, mais je ne dis pas qu'on est les seuls à aimer les gens, mais nous, on aime les gens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des problèmes actuellement. Dans le contexte actuel de mutation économique, le danger, il est encore plus grand pour nous, enfin pour tous les partis démocratiques, en raison d'une tendance à l'archaïsme. Alors nous, les partis de gauche, notre problème, c'est l'abstention, parce que nos électeurs, ils veulent nous punir, alors que nous, on est en charge d'accompagner le changement. Et le changement, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il va de l'avant. Et puis, alors, les gens qui sont situés à notre droite, eux, leur problème, c'est la porosité avec les valeurs de l'extrême par la désignation de boucs émissaires et qui sont jetés à la vindicte populaire, l'Europe, l'identité religieuse, l'identité ethnique. Donc chacun ses problèmes. Voilà. Et nous, républicains, laïcs et socialistes, nous pouvons nous résoudre à ce constat que l'abstention dont nous subissons les effets choisissent pour nous et conduisent à une émergence des thèses que même la droite que nous combattons subit. Oui, alors pour répondre aux questions, même si certaines ont déjà eu des réponses, et puis évidemment je m'inscris quand ces réponses sont purement objectives. Donc, compétence générale, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Ledion, effectivement, sa suppression a été votée. En revanche, il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'on ne sait pas par quoi elle est remplacée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quels secteurs vont rester au département, quels secteurs iront à la région. Donc, on ne peut pas répondre à la maire tout à l'heure. Pour les impôts, à périmètre constant, il est évident qu'on s'engage à les maintenir et à les baisser dans un deuxième temps, puisqu'on s'engage à ne pas remplacer certains fonctionnaires qui partent à la retraite. Et c'est vraiment sur ce pôle ressources humaines qu'on va essayer de mutualiser des choses, de la même manière d'ailleurs qu'on essaye de le faire à la ville depuis l'année dernière. Je vois au fond de la salle mon collègue qui s'en occupe, Philippe Herrera, pour la ville de Nogent-sur-Marne. Donc si possible les baisser. Tout en vous disant ça, quand même un détail sur cette taxe sur le foncier bâti par exemple.
Alors, on risque pas de les augmenter, les impôts, parce qu'en fait, ils sont au maximum de ce qui est autorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Val-de-Marne a le taux le plus élevé qui puisse exister en France. Donc d'une certaine manière, pardon, c'est un petit peu pour faire une petite pirouette par rapport à ça, mais on risque pas de les augmenter. Voilà. Puisqu'il me reste 1 minute environ, je voulais juste revenir sur quelque chose dont vous avez parlé, Madame la maire, sur l'économie circulaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur les sujets environnementaux. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être encarté ou d'avoir l'étiquette d'Europe Écologie Les Verts pour s'intéresser à l'environnement. Il y a des gens à l'UMP qui s'en occupent, il y a des gens au centre qui s'en occupent, il y a des gens au Parti socialiste qui s'en occupent, il y a des gens au Front de gauche, qui s'en occupent et probablement ailleurs. Et du coup, je vous donne un exemple. C'était pas il y a longtemps, c'était hier. Des assises ont eu lieu dans les futurs territoires métropolitains sur l'économie circulaire avec Madame Hidalgo, la maire de Paris, et 18 communes de la métropole qui vont être fondatrices de cette innovation. Et dans les 18 communes de la métropole, il y avait Nogent-sur-Marne. Voilà. Donc c'était juste un petit clin d'œil simplement pour préciser cela. Et je vais m'arrêter là. Là, ouais, c'est mieux. On enchaîne ensuite directement sur le buffet avec le cidre à volonté, gâteau apéritif. Est-ce qu'il y a des questions de ce côté-là? Parce que j'étais pas trop passée de ce côté-là. Non, c'est plutôt par là les questions. Bon, eh ben voilà. Question peut-être un peu naïve, d'une manière très pragmatique, quelles seraient les 3 décisions très concrètes, éventuellement symboliques, que vous prendriez pendant les premières semaines où vous auriez le département? Très concrètes. Avec une question comme ça, vous pouvez tenir une demi-heure déjà. Hein, mais est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Ou c'est bon? C'est bon? Pas d'autres questions? Ah bah c'est parfait, impeccable. Là, je pense que c'est parfait pour conclure les 3 décisions des 3 premiers jours. C'est impeccable. Non, c'est pas les 3 premiers jours, mais enfin, presque. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait de... Ah oui, voilà, pardon. Ouais, c'est pas grave. Vous êtes... Merci. Alors, donc Claude Lédion, Patrick Mouche, Déborah Munzer, Alain Piglione, Marc Arasi, Annie Lamère. Et donc, je vous propose de conclure en même temps que la réponse à cette question. Pardon. Voilà. Écoutez, votre question est quand même assez complexe et simple à la fois. Prendre des décisions concrètes et symboliques. Si vous avez bien compris, lors de cette élection, on va élire donc des binômes de candidats dans chacun des cantons et ensuite, ces binômes de candidats eux-mêmes formeront une majorité départementale. Alors, en fonction des différents partis qui sont présents autour de cette table, il y en aura probablement qui seront là pour former cette majorité départementale. Je ne pense pas être de cela pour le moment, mais qui sait, dans les années à venir, on sera peut-être là pour vous faire des décisions et prendre des positions symboliques, comme vous le souhaitez. Mais je me permettrai de ne pas répondre à votre question parce que je ne pense pas que l'on prendra des décisions concrètes, étant donné que si on a des élus dans le département, on sera dans l'opposition et par conséquent, ce ne sera pas nous qui déciderons de la destinée du département. Pour conclure, ce que je voudrais dire de ce débat, c'est que le Front National est opposé à la disparition du département, d'accord ? Et que
le choix politique de choisir entre des candidats de l'UMP et du PS apporteront une politique identique à celle qui est actuellement menée et que le vrai choix du changement, c'est le choix de voter pour le Front National pour cette élection. Je vous remercie. Pour répondre à la question, 3 décisions concrètes et symboliques. Bon, s'il faut y répondre, je vais y répondre, hein, mais c'est un peu sec comme ça, parce que bon, moi je dirais première chose, la construction d'un nouveau collège au Perreux-sur-Marne, parce que en quelques semaines, non, mais c'est une décision à prendre en quelques semaines. Hein. La construction, il faut la voter, il faut trouver les financements, ça prend du temps. Construction d'un nouveau collège. Je dirais la deuxième chose, c'est l'allocation d'autonomie pour les jeunes de moins de 25 ans en raison de l'importance des échecs scolaires et des échecs de professionnalisation. La troisième chose, ce serait au niveau du logement social, essayer de trouver une formule qui permette aux jeunes, qu'ils soient étudiants ou même en début d'installation dans la vie active, de pouvoir se loger assez facilement, avec une formule que nous, on aurait bien aimé voir naître, apparaître, qui est une mixité intergénérationnelle au niveau du logement. C'est-à-dire là, il pourrait y avoir des personnes jeunes, un peu moins jeunes, et des personnes âgées, c'est-à-dire une sorte de maison de retraite qui louerait des appartements dans des copropriétés. Tout ça pour vous dire que nous, on aime les gens. On n'a pas d'accord, on n'a pas la panacée, mais il y a quand même des dangers. Hein, il y a quand même des dangers avec la ghettoisation, avec l'apartheid. On ne veut ni de l'un ni de l'autre. Là, pour le coup, c'est vraiment du ni-ni. Hein, et devant ce danger qui nous conduirait vers ce sectarisme, vers cette dérive extrémiste, on vous invite dimanche 15 mars, c'est pour conclure un peu mes propos, il me reste 1 minute, donc dimanche prochain à 14h30 à une marche républicaine qui irait de la mairie de Nogent, le dimanche 15 mars à 14h30, de la mairie de Nogent à celle du Perreux, en empruntant nos bords de Marne, hein, qui sont si jolis et que nous souhaitons préserver. Ça, c'est pour répondre peut-être à la question sur les transports, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une certaine harmonie au niveau des transports et au niveau de la construction, mais c'est plutôt du registre du PLU qui sera peut-être ensuite passé à la métropole. Voilà, j'ai à peu près terminé ce que j'avais dit. Moi, j'aime beaucoup votre question, même si elle est un peu sèche. Ça me plaît beaucoup, je dois être sèche moi-même, mais peut-être que j'aime pas assez les gens, je sais pas. Enfin bref, j'aime beaucoup votre question parce qu'elle nous oblige à nous projeter début avril et à voir effectivement ce qu'on va devoir décider assez rapidement. Alors, pour vous répondre simplement, la première chose, ce sera de supprimer la politique de critérisation adossée sur les logements sociaux par rapport aux diverses aides du département, que ce soit les subventions, les équipements, et je vous parlais tout à l'heure de la critérisation par rapport aux constructions de places en crèche. La deuxième chose, ce sera de ne plus permettre aux villes qui ont plus de 40% de logements sociaux, au même titre que nous, j'estime que les villes qui sont à 10%, 9% ou autres ont besoin d'aide pour construire du logement social parce qu'en plus le foncier est plus cher chez nous qu'ailleurs. J'estime qu'on a donc besoin d'aide pour atteindre les objectifs. Les villes qui ont plus de 40% de logement social ne pourront plus avoir d'aide comme elles en ont aujourd'hui parce qu'on considère qu'il faut de la mixité et un habitat harmonieux pour préserver nos bords de Marne ou que sais-je. La troisième chose, ce sera un contrat avec les bénéficiaires du RSA. On a envie justement, comme je vous le disais tout à l'heure, de passer à plus de 4000 personnes qui sont dans un processus d'insertion. On trouve que c'est trop peu et on a envie, sur un mode volontariste, incitatif, de vraiment aider ces bénéficiaires. Donc on mettra en place un contrat
avec un suivi, et ça c'est ce qu'on fera effectivement dès le départ. J'ai oublié tout à l'heure de répondre, enfin j'ai pas oublié mais j'ai décidé de ne pas le faire, sur la voirie et les transports alors que cette question me passionne. On a mis dans notre programme quelque chose auquel on tient beaucoup. C'est pas dans les trois principales choses dans les premières semaines, surtout que ça risque de prendre un peu de temps, qui est l'harmonisation au niveau des voiries en dehors de la saleté. On considère qu'il y a une pollution qui n'est pas seulement celle des perturbateurs endocriniens ou autres, mais qui est celle aussi, une pollution visuelle de certains éléments de mobilier urbain, de différences. Vous avez sûrement observé dans nos villes qu'on a des grosses différences parce qu'il y a des voiries communales, des voiries départementales, des voiries régionales, et même étatique évidemment, enfin national pardon. Et du coup, nous on a envie d'avoir des schémas à ce niveau-là pour pouvoir garantir une certaine continuité dans l'habitat et pour pouvoir évidemment s'occuper de ces voiries au plus près de vous. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de développer. Donc je vous dis pas seulement sur les saletés, mais aussi d'une manière esthétique, un peu comme certaines grandes villes l'ont fait autour de nous dans les métropoles londoniennes, berlinoises, pardon, etc. Merci. Et 22 mars, allez voter. Oui, donc alors, pour conclure, puisqu'en plus 3 décisions symboliques, c'est pas mal. C'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps pour y plancher, mais bon, quelques minutes, ça peut suffire. Donc, en l'occurrence, nous, je pense qu'on mettrait aussi très très fort l'accent sur le logement social, qu'il faut arrêter de considérer comme étant uniquement des grandes barres de logements HLM. Et une des premières mesures qu'on pourrait prendre, c'est par exemple l'arrêt total des seuils minimaux au niveau des permis de construire qui obligent ensuite à construire du logement social. Par exemple, à Nogent-sur-Marne, je veux dire, en dessous de 800 mètres carrés de logement bâti, on n'est pas obligé de mettre du logement social. Et au-dessus, c'est 30%. 30%, c'est un taux assez fort sur Nogent. Mais 800 mètres carrés, moi, quand je fais le compte, je me dis un immeuble de 4 étages, un escalier, 2 appartements par étage, ça fait 8 appartements. Des appartements de 80 mètres carrés, par exemple, 8 x 8, ça fait 64, 640 mètres carrés, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre un seul. Donc on pourrait déjà considérer que pour toute construction collective, on met au moins un logement social. Par exemple, moi, dans mon immeuble qui appartenait à la mairie, il y a un logement social. Honnêtement, ça n'a rien d'un HLM. Hein. Chez moi, il y a 3 mètres sous plafond, des moulures, c'est magnifique. Hein. Oui, écoutez, on n'est pas obligé de vivre dans un bidonville quand on est en HLM, hein, on peut vivre aussi en centre-ville, hein, et ça coûterait pas si cher. Et en plus, ça permettrait d'intégrer les gens, au lieu d'avoir des ghettos de pauvres, parce que c'est ce qui se passe maintenant, on aurait des gens qui seraient intégrés. Et de fait, ça permettrait à tout le monde de mieux vivre ensemble. C'est pas juste mieux vivre ensemble, c'est pas juste un slogan, hein, ça se décrète pas, c'est vrai, mais ça se provoque quand même un peu. Hein, et tout ça, c'est des décisions uniquement politiques. J'arrête sur le logement. Ensuite, on a les transports en commun, parce que les transports en commun, ce que j'aime dans le mot commun, c'est qu'on est plusieurs, parce que une voiture, par exemple, il y a une voiture moderne, c'est en gros 800 kg, donc on prend 800 kg de voiture pour aller travailler, pour déplacer 80 kg d'humains. 10% de rendement, franchement, c'est nul. C'est nul. Il vaut bien mieux prendre le RER, le bus, éventuellement un vélo, faire du covoiturage. Là, pour le coup, je rejoins tout à fait Europe Écologie Les Verts. Éventuellement des voitures électriques, puisque effectivement là la contrainte de poids est moins liée à la pollution, mais pour ça il faut faire en sorte qu'il y ait des places, et pas uniquement des places de recharge réservées à Bolloré, comme ça se fait ici par exemple, hein, puisque de fait, sur 5 places construites, il y en a 4 pour Bolloré et une qui est pour tout le monde. On pourrait faire totalement le contraire. Hein. Je sais bien, il faudrait pousser Bolloré à les construire, mais je pense qu'on a plein de leviers économiques et politiques pour faire en sorte que M. Bolloré se dise que finalement, ça pourrait pas être plus mal d'être un bon partenaire de l'État français. Et en dernier, là il me reste 5 secondes, ce serait l'accueil de la petite enfance. Moi, les crèches, je veux qu'il y en ait encore plus. Voilà, je pense que j'ai fini. Surtout, allez voter le 22 mars. Pour moi ou pas, c'est pas grave, mais allez voter.
Non, mais il y en a. Bon, si, ça marche. Pour dire que le débat, puisque vous avez vu que le débat est filmé, donc le débat sera retransmis sur Internet, sur le site du Forum politique Nogentais, d'ici très peu de temps, mais d'ici quelques jours, le temps de le mettre en ligne. Voilà. Moi, j'aime bien. Ah, mon micro marche pas. Si. Moi, j'aime beaucoup votre question et je la crois très importante. Et puisqu'on est sur le début de mandat, donc on est sur des éléments qui pourraient être tout de suite visibles, un changement immédiat. La première chose qui me paraît fondamentale, la transparence. On filme les conseils départementaux pour que vous ayez immédiatement une vision de ce que vos élus qui vous représentent disent et font. Par ailleurs, est-ce que vous concevez aujourd'hui que, tout à l'heure on parlait d'un budget d'1,6 milliard, aujourd'hui il est impossible d'accéder au budget départemental ou aux subventions qui sont données par le Conseil général sur le site enfin, on dépense 1,6 milliard et on ne sait absolument pas comment c'est dépensé. Est-ce qu'aujourd'hui on considère cela normal? Donc tous ces éléments-là, vous les aurez à disposition. Le deuxième élément, parce que ici, je vois beaucoup de têtes grises, mais des jeunes, j'en vois pas beaucoup. Eh bien, oui, parce que j'en ai un devant les yeux, je vais me faire engueuler. Mais en particulier, je voudrais une mesure symbolique pour les jeunes, et j'évoquais tout à l'heure la possibilité de faire les mêmes aides sur la carte imaginaire pour les jeunes non scolarisés de moins de 18 ans. Et ce serait, je pense, quelque chose de très symbolique. Intégrer les jeunes dans notre volonté, les scolarisés et les non scolarisés. Le troisième point, il est aussi important, c'est que on a peu parlé de chiffres, on entend des gens, des bonnes intentions, etc. Mais les bonnes intentions, ça ne suffit pas. Si on n'a pas les moyens, tout ça, ça reste des mots. Or, la première chose qu'il va falloir mettre en place, je dirais, c'est un vrai audit de la situation du Conseil général avec pour objectif l'optimisation. Regardez comment on peut véritablement optimiser les choses avec et je veux vous le dire, notre liste, avec une véritable volonté de bien protéger. C'est ça, je veux dire, c'est faire la meilleure gestion possible pour apporter la meilleure protection possible. Et pas uniquement sur des critères comme ça, empiriques. Et d'ailleurs, je veux répondre absolument sur les propos que j'ai entendus de M. Mouche et de Mme Munzer, mais on rêve. Attendez, la ville de Nogent va vous annoncer, je crois qu'elle aurait pu le dire, dans la campagne des municipales, on a dit à tout le monde, on n'augmentera pas les impôts. Or, on n'est même pas un an après les municipales, et la municipalité va augmenter les impôts d'au moins 3%, c'est ce qui est annoncé. Bon, est-ce que, par la même occasion, d'ailleurs, monsieur Mouche, bien évidemment, oh, c'est dommage, je veux donner deux chiffres. Le taux communal à Nogent, c'est 15,46, et le taux communal au Péreux... Vous pourrez poursuivre du cidre. Voilà. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Madame Munzer, sur l'écologie. Vous confondez, comme beaucoup, l'écologie et l'environnement. L'écologie, c'est un triptyque. Eh oui, voilà. Donc, nous, c'est l'écologie politique. L'écologie politique, c'est le social, l'environnement et l'économie. Et donc, vous avez parlé d'économie circulaire. C'est exactement ça. Et figurez-vous que l'adjointe au maire qui s'occupe des assises de l'économie circulaire est une adjointe EELV, Antoine Gull. Donc, c'est bien la preuve que d'avoir des élus EELV, eh ben, ça fait des choses vachement bien, puisque même les mairies UMP les suivent. La preuve. Par contre, l'environnement à Nogent, eh ben, on oublie, puisqu'on a une piscine qui est chauffée, même l'hiver. Mais oui, mais c'est pas... Bah oui, eh oui. Eh ben, ça pollue et ça coûte très cher. Donc, l'environnement, quand on est à l'UMP, c'est pas toujours ça. Après, quand vous nous dites, vous nous demandez d'avoir trois sujets, 3 projets. Nous, ce qu'on a envie de vous dire, nous, on est pour la démocratie participative. Donc, les 3 projets,
les 3 premières décisions, eh bien on les prendra avec les habitants du Val-de-Marne, puisqu'on est pour un droit d'interpellation. On est aussi pour faire que les habitants participent à tous les projets. Et donc moi, la proposition que je vous ferai, c'est ça, c'est de dire on se met ensemble et ensemble on décide de ce qu'on veut pour le territoire. Parce que tous autour de la table, on veut du bien, on aime les gens. Mais oui, évidemment, certains plus que d'autres. Néanmoins, puisqu'on aime les gens, eh ben on va les faire participer et ils vont avec nous décider de ce qu'ils veulent pour le territoire. Et c'est ça qui est important. Je veux dire, c'est pas nous, c'est pas du haut vers le bas. Être élu, c'est ne pas dire « moi, je décide pour vous ». Non, être élu, c'est écouter les habitants et leur dire « qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants ? Qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir ?» Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Sur Paris, il y a la mise en place des budgets participatifs. Allez regarder, ça enrichit le débat politique. Ça nous permet d'avoir des idées novatrices parce que je pense que les électeurs, en tout cas les habitants, ont des idées et ont parfois des idées nettement plus novatrices que les politiques. Donc le changement, il est aussi par là, en faisant qu'on écoute et qu'on vous fasse participer tous ensemble à ce qu'on a envie de bien pour le département. Voilà. Merci beaucoup. Donc place au cidre à volonté.